le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va apprendre ensemble le fonctionnement du Sénat des élèves du CEPO. Je vais aussi discuter avec notre amie Catherine Lyons du Musée canadien de la guerre à propos des activités entourant la commémoration du jour du souvenir. Et tout de suite pour commencer, on va s'intéresser à la Semaine nationale de l'immigration francophone. Et pour célébrer, je vais dire, cette semaine assez spéciale pour l'immigration francophone, j'ai avec moi Brigitte Duguay-Langlais, coordonnatrice du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Et toujours un plaisir de discuter avec toi, Brigitte, parce que vous faites un travail extraordinaire dans la région. Je vais commencer par ça d'abord. Merci. Alors, pour toi, est-ce que c'est quoi, pour toi personnellement, c'est quoi l'importance de cette semaine-là et quel est l'apport réellement de l'immigration francophone dans notre région en particulier? J'ai un partenaire qui disait, on dirait que c'est Noël toute la semaine. Là, on a plein de belles choses, plein d'activités. L'importance, c'est vraiment de faire rayonner, de faire valoir, de faire la plus-value, moi je dis toujours la plus-value de l'immigration francophone dans nos communautés, au niveau de notre développement culturel, social et économique. Les gens doivent comprendre que l'apport de l'immigration francophone aujourd'hui, c'est pas une option, c'est une nécessité. Puis pas une nécessité pour la démographie ou la pérennité ou des choses comme ça fait aussi partie mais aussi une nécessité pour toute cette diversité. Cette semaine, le thème, puis si tu me permets, Claude Andrea, je pourrais peut-être déjà partir parce que le thème me parle tellement cette semaine. Tu me disais en pré-entrevue tantôt que tu aimais manger, mais on est tous comme ça, puis ça réunit beaucoup. Et le thème cette semaine, c'est une francophonie aux 1000 saveurs. Et saveurs, oui, au premier degré, en disant les recettes, les épices, les goûts, tout ce qui existe comme pour les épicuriens, mais aussi 1000 saveurs au niveau de la diversité, de la fraîcheur, de rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, je trouve que le thème est très rafraîchissant puis très, très inspirant. Cette année. J'aime beaucoup même que tu mentionnes le fait que, parce que je pense qu'on a beaucoup tendance à s'arrêter juste à ça. On valorise l'immigration francophone parce qu'il faut vraiment pérenniser la langue francophone, mais ça va plus loin que ça, comme tu viens de le dire. Oui. C'est sûr que c'est tout un tout, mais les gens, on découvre à tous les jours toute l'opportunité, toutes les belles valeurs qu'on va chercher des autres cultures. En tout cas, je pourrais peut-être en parler un peu plus tard, là, mais oui. Quand on revient un peu sur le thème « Une francophonie aux 1000 saveurs », c'est le thème de cette année 2021. Ça m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé, quand j'ai vu juste le thème, je ne sais pas pourquoi cette personne est montée dans mon esprit, mais je me rappelle que quand j'étais aux études, j'ai rencontré une Thaïlandaise qui parlait français. Puis on s'est liés un peu d'amitié. Et puis je me dis, mais OK, moi je viens d'Afrique, il y en a qui viennent de l'Afrique du Nord, il y en a qui viennent d'autres pays, de la France. Mais c'est vraiment ça, les 1000 saveurs, parce que j'apprends de quelqu'un qui vient de Thaïlande, comme. J'aurais jamais fait ça dans mon pays. Puis dans la culture. Mais dans ma culture francophone, on se rassemble toujours, souvent, autour du repas. C'est rassembleur. On mange ensemble, on déguste ensemble, on fait des jasettes, des repas pour les fêtes, pour les anniversaires. Alors, je trouve que c'est très rassembleur, le thème, cette année. C'est vrai qu'on va parler après la pause parce qu'il nous reste quelque chose comme 1 minute 20 secondes, mais les activités que vous avez montées, ça vous a pris combien de temps? Parce que quand on regarde le calendrier, c'est vraiment à l'échelle nationale que le réseau allait chercher ses partenaires pour travailler. Combien de temps ça vous a pris pour bâtir un calendrier aussi riche? Mais il faut être très honnête en disant que c'est pas des activités qui sont toutes organisées par le réseau. Ce sont nos partenaires. Puis je pense que ça, c'est très clairement décrit dans
dans le calendrier qui organise. On a un réseau de partenaires autour du réseau de soutien à l'immigration francophone, un réseau de partenaires engagés, un réseau de partenaires vraiment impliqués. On a des gens fantastiques autour de notre réseau qui savent déjà, parce que c'est toujours la première ou la deuxième semaine de novembre. Normalement, c'est la première semaine de novembre. Fait qu'on le sait un an à l'avance que la Semaine nationale de l'immigration francophone, à sa 9e édition cette année, ça se passe au début novembre. Fait qu'ils le mettent dans leur planification. Si je pense, par exemple, au conseil scolaire, aux écoles, à tout ce beau monde-là, ils savent déjà que ça s'en vient. En tout cas, on connaît notre thème à partir du mois de juin. C'est ça. Je vais te garder avec moi parce qu'après la pause, on va rentrer plein de pieds dans ce calendrier, comme je l'ai mentionné, qui est vraiment aux 1000 saveurs. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir que l'ancienne prison de l'Orignal, la plus ancienne prison de l'Ontario, ainsi que Caledonia Springs, la ville fantôme qui était autrefois la plus importante station thermale du Canada. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, quelques idées de sandwich pour un lunch rapide en camping. Aussi, une recette de déjeuner tout à fait différente. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de la Semaine nationale de l'immigration francophone et je suis toujours avec Madame Brigitte Duguay-Langlais, qui est coordonnatrice du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Et puis, on a dit avant la pause que la thématique qui a été choisie pour cette Semaine de l'immigration francophone 2021, c'est une francophonie aux 1000 saveurs. Et l'un de vos partenaires, le CESOC, organise une activité comme c'est un balado une fois durant toute cette semaine-là. Recettes et jasettes. Oui, très intéressant. Au CESOC, je pense qu'on est rendu à 32 employés, puis je pense qu'on m'a dit qu'on était d'origine, presque une vingtaine de différentes origines. Alors vraiment, on a une diversité à l'intérieur du CESOC très intéressante. Et on a décidé cette année de faire 5 balados, on en dévoile une par jour, 5 balados sur des gens qui viennent de divers pays, de leur origine, puis qui nous partagent une recette historique, une recette familiale, une recette excessivement typique de leur pays d'origine, et de nous expliquer comment ils ont transposé ou ils ont importé la recette au Canada. Est-ce que c'est facile de trouver les ingrédients, par exemple? Est-ce que c'est, en tout cas, c'est super intéressant. Fait qu'on a dévoilé hier notre Mirella nationale roumaine d'origine, qui nous a parlé hier de la placenta. Et je vous en dirai pas plus. Je vous invite à aller sur le site web du réseau. Le site web du réseau pour aller écouter le balado. Et Mirella nous explique justement la recette de placenta, d'où ça vient, qu'est-ce que ça représente pour elle au niveau familial et tout ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. De Roumanie, on va passer aussi au Maroc parce qu'on présente, il y a quelqu'un, j'oublie le nom du monsieur, mais qui présente le thé marocain. J'ai vu une petite photo de lui et puis le thé marocain, c'est vraiment une culture. Oui.
Tout à fait. Alors, notre monsieur Abdel Kader Abdiz, notre collègue de travail, toujours originaire du Maroc, c'est une vidéo cette fois-ci, c'est un petit clip de 7-8 minutes qui nous parle, qui nous démontre, et il en parle pas juste, il nous montre vraiment, vraiment comment préparer le thé, et le thé à la menthe. Et pourquoi, comment, qu'est-ce que ça représente pour lui, comment il a importé cette recette justement du Maroc. Je pense que monsieur Abdel, ça fait une 15aine d'années qu'il est au Canada. Et puis les outils que ça prend, les instruments, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est ce matin qui est le dévoilement de ce petit vidéo. Voilà. Je pense à 13h aujourd'hui. Voilà. Ouais, et vous allez pouvoir voir la petite vidéo sur notre site Facebook, web et tous nos médias sociaux. Et pour les amoureux de poulet comme moi, là, il y a aussi une belle émission qui se prépare, Saveur de poulet, où est-ce que les gens vont discuter de comment ils préparent le poulet et tout ça. Ça, c'est assez intéressant parce que, comme tu l'as dit avant la pause, là, c'est la nourriture, vraiment les repas qui réunissent souvent les gens. C'est autour d'un repas qu'on peut être soi, discuter et faire, je sais pas, en tout cas, connecter, je vais dire ça comme ça. Oui, exactement. Et moi, j'ai la chance d'être je suis originaire d'ici, mais j'ai la chance de travailler avec des gens, comme je disais tantôt, tout près de 20 cultures au César. Quand on fait des potlucks, là, c'est fabuleux. J'en ai pour 2 jours que je peux plus manger, là. OK, je serai la prochaine invitée, là, à vos potlucks. Oui, OK. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, mais il faudrait pas qu'on manque de temps pour parler de votre activité phare que j'aime beaucoup. Elle sera sous le thème de la stratégie de lutte contre le racisme. C'est vraiment une stratégie qu'avec vos partenaires, vous essayez de monter. Comment c'est venu l'idée et puis comment la préparation ou l'établissement de ces stratégies-là se sont faites? Oui. Ben, en fait, ce qu'on se disait, moi, personnellement, comme coordonnatrice du réseau, avec mes collègues, justement, blancs, originaires d'ici, avec en reconnaissance de mon privilège blanc, comment moi, je peux apporter un appui? Comment nous, on peut apporter un appui à cette lutte? Puis moi, je me disais, puis moi, je dis moi, mais mes collègues aussi dans ma situation se disaient, comment on fait pour contribuer? Puis de ne pas laisser justement les gens racialisés toutes seuls dans ce combat-là, dans cette lutte-là. Et la stratégie part vraiment de comment on fait pour reconnaître notre privilège blanc, comment pouvoir capitaliser sur ces privilèges, justement, pour contribuer à cette lutte-là. Alors, la stratégie est montée pour sensibiliser les gens non racialisés et à les sensibiliser et à les outiller pour s'inclure dans le combat contre le racisme et la discrimination. J'aime beaucoup ça parce que la sensibilisation peut être faite et puis après ça, on dort sur ses lauriers, c'est terminé. Mais quand les gens ont des outils pour pouvoir contrer certains problèmes, ça, là, c'est bénéfique pour toute la communauté. Oui, puis un des outils, on travaille avec M. Buddy Gnoy, que les gens de la communauté francophone connaissent certainement, avec sa firme Boxia. On travaille à développer des petites strips. J'aime de l'appeler les comic strips en anglais, excusez mon anglicisme, mais sur différents thèmes, on va avoir 20 petites bandes dessinées qui nous fait réfléchir. Qu'on veut utiliser, par exemple, pour de l'enseignement, la sensibilisation communautaire, de l'enseignement communautaire, je vais appeler ça comme ça. On va s'en servir dans les écoles, on va s'en servir un peu partout. Puis quand tu finis de lire ta petite strip, elle a juste 4 petits carrés. Tu fais comme, oh, OK. Oui, moi, ne voulant pas nécessairement... je veux pas être raciste, mais sans le vouloir, je fais des micro-agressions dans mon quotidien. Et puis, c'est vraiment... Et puis, on travaille, c'est très important, Claude Andrea, si tu veux me donner un petit peu de temps, c'est très important de parler aussi qu'on travaille avec une firme, ESPO, de Orléans, une firme de psychologues, de psychothérapeutes, qui font tout le côté de la psychologie de cette question de privilège blanc et tout ça. Puis eux travaillent à côté avec Buddy en étroite collaboration, bien évidemment, mais travaillent à développer 3 petits, des vidéos
qui vont aussi être transformés en balado éventuellement. Là, on va avoir les deux, mais c'est des enregistrements avec des professionnels. En tout cas, on a des thèmes. On va avoir 3 vidéos qu'on va utiliser aussi comme outil de sensibilisation et d'éducation sociale, éventuellement. J'aime beaucoup que tu en parles parce que dans certaines situations, et je vais parler de moi aussi, quand cette crise-là a commencé en 2020 avec qu'est-ce qui s'est passé avec George Floyd et tout, il y a des gens peut-être qui agissent, mais c'est pas vraiment dans le sens de frustrer l'autre qui a une autre race que nous. La personne ne sait pas. Non. Donc souvent, je me dis que ce genre d'activité que vous avez, en incluant par exemple Body, qui est vraiment très connu de la communauté et qui lui-même, il agit dedans, je me dis ça va apporter non seulement des réponses aux personnes blanches, comme tu l'as dit, mais aussi aux personnes de notre race, parce qu'ils vont se rendre compte que, OK, c'est pas tout que je dois interpréter contre moi. Non. Et c'est ça aussi. Puis il y a une façon, je pense qu'on peut se rencontrer dans un juste milieu pour travailler ensemble. Mais moi, c'était vraiment... Pardonnez-moi. C'est vraiment ça l'objectif, c'était d'outiller les personnes qui ne savent même pas qu'ils font des choses qui peuvent être offusquantes ou blessantes ou... Oui. Je suis très d'accord avec toi, Brigitte. Écoute, je vous souhaite à vous et puis à toute ton équipe, à tous tes partenaires, une belle semaine nationale de l'immigration. Et puis, on va inviter les gens à regarder le site web pour participer aux différentes activités. Oui. Bonne journée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bye bye. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, je vous dis, là, le calendrier, il est plein au réseau. Donc, www.rsifeo.org. C'est le site web du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Vous allez avoir accès à toutes les activités qui s'y trouvent. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre belle amie Catherine Lyon du Musée canadien de la guerre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a bloqué la sortie. La fumée tombe sur nous, des bouffées d'ondes d'avant-goût. Et si je tremble, qu'est-ce que j'ai peur? Dans mon ventre, y a un feu. Je vois flou, mais tout est là. Rouge, rouge éclair. From the top jusqu'au cap, fumée sous le toit. Fumée sous le toit, yeah. Ring pas les pompiers, que le fling puisse durer, yeah. Dans une vapeur à l'abri, steam bath à pain de minuit. Et si tu tousses, on va pomper à terre, mettre du lousse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de la commémoration du jour du souvenir au Musée canadien de la guerre. Et pour en parler, Catherine Lyons. Puis je te disais tantôt, j'adore ton écharpe là. C'est trop beau. Je vais juste regarder ça durant l'entrevue. Catherine, beaucoup de choses vont se passer au Musée canadien de la guerre. Mais avant de parler des activités, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel sur l'importance de la commémoration de cette journée du 11 novembre. Oui, ben merci pour cette opportunité. Le jour du souvenir, c'est toujours le 11 novembre et même au cours de cette journée, il y a un moment en particulier où tous les Canadiens et les Canadiennes sont invités à prendre 2 minutes de silence à 11 heures pile pour commémorer et pour se souvenir du service et du sacrifice de milliers de Canadiens et Canadiennes
au cours de plus de 100 ans qui ont servi, qui ont combattu lors de guerres dont le Canada a été impliqué. On s'en souvient, bien entendu, de nos proches, peut-être des membres de nos familles, mais aussi de toutes les communautés qui ont été affectées par les pertes subies lors des guerres. En temps de nombre, en temps de l'ampleur de ce sacrifice, on parle de plus de 125 000 Canadiens et Canadiennes qui sont morts au cours des conflits, des guerres. Donc, c'est important de prendre le temps de commémorer ça. Et j'entends dire même que le coquelicot fête son 100e anniversaire. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi c'est important aussi de porter un coquelicot? Je sais que c'est pour se rappeler qu'on veut commémorer cette date-là ou même pendant tout le mois. Mais c'est quoi le coquelicot? Ça représente quoi, en fait, le coquelicot? Très bonne question. Beaucoup de nos traditions et symboles avec un lien avec le souvenir, ont leurs origines dans la Première Guerre mondiale. Ce fut un conflit d'une échelle globale avec des impacts importants sur plusieurs pays, entre autres le Canada. Le Canada était un très jeune pays et ce n'était pas la première fois que nos forces armées ont participé à une guerre outre-mer, mais vraiment, on parlait de à peu près 10% de la population canadienne qui était impliquée. Et les conditions de guerre, ce que les soldats ont vécu, on parle de tranchées, on parle de boue, de conditions vraiment inconcevables. Ouais. Mais ces conditions de guerre avec les obus, l'artillerie, les bombardements ont été très propices pour les coquelicots. Les coquelicots poussent bien dans une terre qui a été perturbée, tournée par les effets des bombardements. Et il y a un soldat, un médecin en fait, qui a observé ce phénomène et qui a été très touché par cela. On parle de John McCrae, qui est l'auteur de ce poème Au chant d'honneur, qui inclut plusieurs références à des champs de coquelicots. C'est ce qu'il a vu pendant son service lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment à cause de lui qu'on retient cette image, ce symbole de coquelicot comme étant vraiment le symbole du sacrifice et du souvenir. Ouais. Ça a pris quelques années. Le poème a été écrit en 1915. Mais c'est à travers des efforts de plusieurs femmes, en fait, en France, aux États-Unis et au Canada, de fabriquer des coquelicots et de les vendre comme une façon non seulement de souvenir des sacrifices de la Première Guerre mondiale, mais aussi, ce qui est très important et qui existe toujours aujourd'hui, comme une façon de montrer de l'appui pour les anciens combattants, les vétérans. Ouais. Donc, même à ses origines, c'était un lever de fonds pour les anciens combattants, ceux qui ont survécu, mais qui quand même avaient des besoins pour leur guérison et leur intégration à la société. Ce que vous pouvez faire là, même si vous achetez un seul coquelicot, là, mettez plus d'argent que vous pouvez parce que, comme on vient d'entendre, là, c'est pour vraiment soutenir les anciens combattants et tout. Enfin, tout ce qu'ils ont fait, c'est assez émouvant quand tu parles du coquelicot parce que je me dis, en temps de guerre, où est-ce qu'il n'y a que des bombardements qu'on entend et puis de voir un truc qui sort de terre, là, c'est un peu comme de l'espoir, je sais pas. C'est comme ça que je le vois, comme c'est un chantier, là, c'est un chantier de guerre et puis là, on voit des coquelicots qui poussent. C'est peut-être interpellateur, c'est pour ça que je pense que ce monsieur-là a écrit le poème là-dessus. En tout cas, selon moi. Écoute, tu sais, à chaque fois qu'on parle de la commémoration du jour du souvenir, je sais que les gens adorent aller au Musée canadien de la guerre et être dans la salle du souvenir parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe à 11h, je pense 11h11, si je ne me trompe pas. En fait, c'est à 11h exactement. 11h exactement, OK. Oui, le Musée canadien de la guerre est ouvert jeudi. Nous sommes ouverts de 9h jusqu'à 19h en soirée. Et tout le musée, vraiment, c'est un endroit conçu pour
pour apprendre et s'en souvenir. Mais tout justement, il y a une salle très spéciale avec un lien direct, un événement qui se passe seulement une fois par année. Et on le voit maintenant sur l'écran. Voici la salle du souvenir. Et c'est une salle très simple avec de l'eau et un seul objet, un seul artefact. Et c'est la pierre tombale qui marquait la place du soldat inconnu lorsqu'il était enterré en France. C'est en 2001 que son corps a été déménagé vers le monument national au centre-ville et la pierre tombale a été placée dans cette salle du souvenir. Et l'événement qui a lieu seulement une fois par année, si le soleil brille, c'est qu'on voit la lumière passer par la seule fenêtre qui est là et qui illumine parfaitement, qui encadre parfaitement la pierre tombale. Et c'est comme ça met en relief de façon très dramatique les sacrifices et les pertes. Puis il y a beaucoup de personnes qui veulent participer à ça. Est-ce que c'est accessible au public en ce moment? On ne sait pas. Je pense que toi, tu as la réponse, mais je vais te garder avec moi parce qu'on va faire une pause. Et juste après, on va parler de qu'est-ce qui va se passer. Je parle de toutes les activités parce qu'il y en a une panoplie là au Musée canadien de la guerre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Plonger lorsqu'il faut plonger, prendre un élan, son souffler, sauter, comme si l'on se donnait le droit de vivre, enfin le droit d'exister. Et puis nager au fil du temps. Plonger plutôt qu'y penser, vaut mieux se lancer la tête baissée, comme si le pire n'allait pas arriver, s'abandonner sans résister, et puis nager au fil du temps, suivre le courant. Au gré du cœur, se laisser glisser, comme si la vie savait, comme si pour savoir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la commémoration du jour du souvenir au Musée canadien de la guerre. Et pour en parler, toujours avec moi, Catherine Lyons. Et on a fait un peu d'histoire avec toi. Merci, tu nous as donné beaucoup d'informations avant la pause. Et maintenant, on va parler des différentes activités qui se trouvent à l'intérieur du musée. Mais avant de parler de ces activités-là, il faudrait rappeler que l'édifice même du Musée canadien de la guerre a une histoire. C'est vraiment quelque chose de symbolique, surtout avec les écrits qui se retrouvent là-dessus. Est-ce qu'on pourra en parler, s'il te plaît? Mais oui. On a la salle du souvenir, comme j'ai dit, avec quand même beaucoup de symbolisme, mais c'est intéressant de découvrir jusqu'à quel niveau toute l'architecture du musée a du symbolisme, des détails vraiment intrigants. Dans la partie de l'édifice qu'on voyait tantôt sur l'écran qui est en métal, il y a comme des fenêtres qui sont percées. Oui. Puis c'est comme, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est le code Morse, un système de communication qui a été très utilisé par les militaires dans les passés. Les armées s'en servaient pour envoyer des messages avant qu'on ait la technologie téléphonique, par exemple. Ou même sur les bateaux, on en faisait avec de la lumière. Donc, c'est des points et des traits
soit plus court, soit plus long, qui se traduit en lettres. Donc, les fenêtres qui sont sur le musée de la guerre indiquent en anglais et en français « N'oublions jamais ». Donc, il y a vraiment un appel à tous pour s'en souvenir, gravé, écrit ou percé dans le bâtiment du musée. Écoutez, on a appris quelque chose de gros aujourd'hui parce que juste de les regarder, oui, c'est beau, mais on ne savait pas que ça avait vraiment une signification. En tout cas, moi, personnellement, je ne le savais pas. Et tu as dit que ça veut dire « nous nous souvenons », c'est ça? N'oublions jamais, N'oublions ou en anglais jamais. « lest we forget ». N'oublions jamais. C'est très bien pensé. Et on va parler maintenant des différentes activités. J'en ai pris quelques-unes. Franchement, vous en avez beaucoup d'activités pour commémorer cette journée-là. Et la première, c'est la réflexion sur l'Holocauste avec Gershon Willinger. Mais comme j'ai dit, le jour du souvenir, le 11, on s'en souvient surtout des membres des forces armées, ceux qui servent toujours les anciens combattants et ceux qui sont morts en temps de guerre. Mais les guerres ont façonné, ont transformé les vies de plusieurs, pas seulement ceux dans les forces armées. Donc, la semaine prochaine, le 17 novembre, nous avons une présentation virtuelle avec un survivant de l'Holocauste, cet événement qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Il était très jeune, donc il parle de ses expériences de très jeunes enfants et comment l'Holocauste a façonné sa vie et sa perspective. Il y a très peu de survivants de l'Holocauste parmi nous, donc vraiment c'est un privilège de pouvoir l'accueillir et avoir une conversation avec lui. Il y aura la possibilité de poser des questions aussi. C'est gratuit. On aime ça quand tu dis que c'est gratuit. Donc, il faut juste aller sur le site web pour pouvoir avoir accès à cette activité-là. Le monde se souvient. Je ne voulais vraiment pas manquer l'occasion de parler de cette activité-là que je trouve assez personnelle pour ceux qui vont vivre l'expérience. Donc, c'est une présentation, une projection de noms de personnes qui sont mortes durant la Première Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve très émouvant de cette présentation, tout se passe en silence et c'est juste des noms, un nom après un autre. Et finalement, ça finit avec des milliers de noms. Ce n'est pas uniquement les Canadiens qui sont commémorés, mais aussi les combattants de tous les pays qui ont été impliqués lors de la guerre. Donc, on enlève cette question d'alliés, d'ennemis, allemands, américains, canadiens, britanniques. C'est vraiment un moyen de montrer l'échelle des pertes humaines au cours de cette guerre. Et moi, je trouve que c'est assez... je pense qu'on avait déjà parlé de ça une fois, toi et moi, que c'est assez émouvant dans le sens où, si par exemple des gens connaissent un peu l'histoire de leur famille, puis se rendent compte qu'il y a mon arrière-grand-père, par exemple, qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est assez intéressant de vivre l'expérience avec votre famille, avec les enfants, histoire de voir le nom défiler, et puis d'en être un peu fier, parce que c'est ça, on commémore leur bravoure durant cette journée-là. Oui, le moment où on reconnaît un nom, où on fait une connexion avec quelqu'un de notre famille ou même de notre collectivité, ouais. C'est très puissant. Oui, je suis très d'accord avec toi là. Puis aussi, il y a l'hommage à l'art d'Hélène Goebel. On avait déjà parlé de ça, mais si on essayait de rappeler aux gens qu'est-ce que c'est, parce que j'ai adoré quand toi et moi, on en a parlé de ce que cette dame-là a fait, oui. Il y a plusieurs expositions spéciales au Musée canadien de la guerre actuellement et tous sont accessibles au public au cours de la journée. Et hommage, c'est vraiment très approprié pour le jour du souvenir parce que c'est vraiment l'œuvre de l'artiste Hélène Goebel pour commémorer tout justement le service des anciens combattants, surtout de notre communauté. C'est des gens d'Ottawa qu'elle a rencontrés au cours de plusieurs années. Donc, elle a tissé des liens avec ces personnes-là et
sa manière à elle de se souvenir et de commémorer le service, c'était la création de ces portraits, de ces œuvres d'art vraiment détaillées. Dans le respect de l'histoire de ces personnes. Il y a tellement de choses incroyables dans cette exposition-là. Écoutez, je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est un beau travail. J'en avais même des frissons. Puis pour les plus curieux, là, je pense que vous avez produit, le Musée canadien de la guerre, une petite vidéo qui explique un peu cette exposition-là. Comme ça nous donnera le goût d'aller voir ça de plus près. Effectivement. Écoute, on va rappeler aux gens, là, comment ça va se passer cette journée-là du 11 novembre? Parce que je sais que c'est gratuit, l'accès. Oui, l'accès est gratuit toute la journée, mais il faut absolument avoir un billet pour visiter. Les billets sont disponibles sur notre site web et s'il commence à manquer des billets, il y a la possibilité d'en procurer à la billetterie jeudi même. C'est pas garanti que nous allons avoir de la place pour tout le monde, donc on encourage vraiment de prendre des billets à l'avance, mais si jamais on commence de manquer d'espace, il y aura certains billets disponibles la journée même à la billetterie. J'espère qu'on aura une petite minute en plus là, parce que je viens de voir une image passer, puis tu me disais tantôt que c'était un bénévole qu'on voyait sur l'image. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est qui ce bénévole et qu'est-ce qu'il fait dans cette salle-là? On voit maintenant la salle de la régénération, qui est encore un autre espace du musée rempli de symbolisme et de liens avec le souvenir. Et quelqu'un de très important, nous avons une équipe d'interprètes bénévoles. Ces hommes et femmes sont incroyablement passionnés, dévoués à l'expérience du visiteur. Et ils participent dans le cadre de témoins de l'histoire. Ça veut dire que ces gens-là ont vécu quelque chose en lien avec l'histoire militaire, surtout comme membres des forces armées, mais pas uniquement membres des forces armées. Il y a toute une communauté de la défense, des chercheurs, des scientifiques, qui ont quand même eu des expériences reliées avec l'histoire militaire. Et le beau bonhomme qu'on voyait sur l'image en fait partie du groupe de civils qui ont une histoire, eux aussi, à raconter de comment l'histoire militaire a façonné le pays. Merci beaucoup, Catherine. Et sincèrement, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi autour des activités du Musée canadien de la guerre. Et puis, je te souhaite une bonne journée de commémoration. Bye-bye. Bye, merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.museedelaguerre.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez participer à toutes ces activités. On va prendre une pause et juste après la pause, vous et moi, on va apprendre sur le fonctionnement du Sénat des élèves du CEPO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bienvenue à Radio Sensuel avec Jesse Benjamin. Light beam sur le plancher, code rouge dans les tranchées. Faut pas appeler la police, un délit du délice. Side shoes pour la grand-mère, big boost pour les confrères. Quand t'es dans la chaise, étiré sans malaise. Entre nous c'est bon, c'est fini les questions. Comment on se retrouve, Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Gauche-droite, on est tombé, la langue et le dentier. Tant mieux si ça cesse, y'a pas que ça la fête.
So sweet, on a lâché, on crame sous les UV. Mais qu'est-ce que tu racontes? On joue pas contre la montre. Sunshine dans la cour où traînent les beaux jours. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant, ou je devrais dire, on va s'intéresser maintenant au fonctionnement du Sénat des élèves du CEPO. Et pour en parler, Christine Dallaire, qui est conseillère scolaire et aussi responsable de ce Sénat. Et tout de suite, pour commencer, Christine, j'ai envie de savoir, quand on parle du Sénat des élèves du CEPO, c'est quoi concrètement? Bien, en fait, le Sénat des élèves, il y a un rôle d'une grande importance au sein du CEPO. C'est de faire valoir la voix et les opinions des élèves. Donc, quand il y a des changements importants, les élèves sont consultés par l'entremise du Sénat. Ils jouent un rôle démocratique assez essentiel. Alors, le Sénat des élèves, c'est constitué de plusieurs élèves, en fait, des élèves qui sont élus dans chaque école et qui siègent à la table au CEPO. Et moi, je suis la conseillère pédagogique qui va les appuyer là-dedans. Nous, au CEPO, notre conseil est très avant-gardiste, puis on valorise beaucoup les réflexions, les opinions des élèves. Ça, c'est ce qui nous permet vraiment d'offrir un environnement d'apprentissage bienveillant, équitable et qui favorise l'épanouissement des élèves. Ça prend de la responsabilité, hein? Et puis, je me dis que ça doit être challengeant pour toi et puis en même temps gratifiant de voir, par exemple, un élève qui vient s'asseoir pour la première fois dans le Sénat et puis de le voir maintenant, comme on le dit, là, prendre sa place au fur et à mesure de ses fonctions. Oui, en fait, c'est toujours très valorisant et gratifiant de voir un élève qui s'implique. Déjà là, en partant, c'est quelque chose de beau à voir. Moi, c'est ma première année dans mon rôle pour appuyer le Sénat. C'est un gros chapeau à porter. Il y a quand même un rôle politique, hein. Le Sénat joue un rôle politique au sein de notre conseil. Alors, oui, effectivement, là, c'est gratifiant de voir un élève vouloir changer les choses, vouloir représenter les élèves et surtout de voir, qu'est-ce qui est vraiment impressionnant, c'est que les élèves vont souvent se reculer et ils ne seront pas là pour mettre leur intérêt de l'avant, mais bien vraiment l'intérêt des élèves de leur école. Puis ça, c'est une très belle qualité à avoir pour un élève. Mais oui, en plus de ça, là, moi, je le visualise, tout de suite, là. Ils prennent beaucoup d'aptitudes ou ils vont acquérir beaucoup d'aptitudes en travaillant au Sénat. Comme on vient de parler tantôt, de s'oublier soi-même pour penser à la communauté. Il y a aussi l'aptitude à communiquer, surtout quand on est jeune, on a toujours envie que ce soit notre parole. Je l'ai vécu, là, durant mon adolescence. C'est moi, là, c'est ce que moi, je veux, là, c'est ça qui doit être fait, mais ça prend une bonne aptitude à communiquer et puis à se comprendre, je vais dire ça comme ça. Oui, exactement. Puis, tu sais, souvent, quand on est jeune, quand on pense à l'adolescence, on va penser à l'opposition, la manifestation, les revendications. Par contre, lorsque l'élève est au Sénat, il va avoir des revendications, mais ça va toujours être présenté sous une forme respectueuse, sous une forme structurée. Oui, c'est ça qui est beau de voir aussi là, chez les élèves, c'est que c'est tout le temps fait de façon professionnelle, même si c'est des revendications. Dans un Sénat, il y a plusieurs rôles. Moi, j'ai envie de savoir qui encadre. Est-ce que c'est toi qui encadres toutes les personnes qui sont dans le Sénat par rapport à leurs différents rôles? Oui, en ce moment, c'est ça. Puis au sein du Sénat, il y a différents comités en fonction des intérêts des élèves sur qu'est-ce qu'ils veulent travailler durant l'année. Comme par exemple, on a un comité qui s'occupe de toutes les communications, la promotion du Sénat. Alors, c'est comme une équipe, un département des communications. Alors, ils vont... Oui. Et ce qui est le fun, c'est que on va avoir des gens du conseil qui vont venir coacher, qui vont venir donner de la formation à nos élèves pour devenir des experts, soit en médias sociaux, en communication, communiqué de presse et tout ça. Alors, ils vont vraiment développer des aptitudes. Donc là, il y avait un comité, comme je te disais, promotion, communication, mais il y a aussi un comité santé mentale et bien-être.
Et là, les élèves vont se donner des projets durant l'année sur qu'est-ce qu'ils veulent travailler, comment ils veulent aider les jeunes avec ces enjeux-là. Et on a un autre comité qui est Action sociale. Et là, Action sociale, c'est les élèves de ce comité-là vont cibler des enjeux dans les écoles sur lesquels ils aimeraient apporter des modifications ou des choses comme ça. Mon Dieu, c'est de grands leaders qui sont en train d'être formés là. Vous nous cachez des affaires au CEPO. Mais écoute, Christine, juste après ça, là, il faut dire que avec toutes les habiletés que ces élèves-là vont acquérir, là, il faut vraiment que l'influence se fasse sentir. Et est-ce qu'on est sûr que ça se fait sentir, leur influence, au sein du CEPO? Oui. Ben oui, parce que, voyez-vous, à chaque fois qu'il y a une grande décision qui doit être prise, qu'on doit consulter la population, on vient toujours vers le Sénat. Alors, par exemple, nous avons un nouveau commissaire en équité, inclusion et droits de la personne et il s'est fait un devoir de venir à la rencontre du Sénat pour venir tâter le terrain, questionner, voir ce qui se passe dans les écoles. Alors oui, vraiment, le Sénat a une place très importante au sein du CEPO. Les hautes instances viennent toujours consulter le Sénat qu'ils veulent prendre le pouls, en fait. Là, tu as mentionné tantôt, durant qu'on parlait, que tu viens d'être en fonction, je pense. Est-ce que tu as des objectifs, en tout cas, bienvenue et puis bonne chance, mais est-ce que toi, tu as des objectifs clairs dans ton esprit pour ces élèves-là que tu dois encadrer dans le Sénat? Ben c'est sûr que toutes les initiatives doivent venir des élèves. Par contre, mon rôle, moi, c'est vraiment de les former à la gestion de projet. Alors, comment on monte un projet de A à Z? Comme moi, je veux vraiment les encadrer, leur donner des outils nécessaires pour qu'ils soient capables de partir avec une idée et de la concrétiser en se donnant des outils et des ressources. C'est très bien. En tout cas, bonne chance. Je sais que peut-être vous travaillez sur beaucoup de projets vu les différents départements que vous avez. Et puis, on a on va dire une conseillère et puis une du Sénat qui est avec nous. Je vais la prendre tout de suite. Merci beaucoup, Christine. On va l'écouter et puis voir comment ça fonctionne vraiment, le Sénat. Je pense que Anna est avec nous et Anna me l'a dit à moi. Elle est conseillère et aussi elle fait partie du Sénat. Puis Anna, tu as entendu ta conseillère tantôt. C'est quoi ton expérience personnelle au sein du Sénat? Ben, moi, c'est ma 3e année au Sénat des élèves. Les 2 années passées, j'étais une sénatrice. Donc, ma première année, j'étais sénatrice junior. Et puis, ma 2e année, j'étais sénatrice senior. Et puis, cette année, j'ai eu de la chance d'être élève conseillère, donc la vice-présidente du Sénat des élèves. Et puis, durant mes 3 dernières années, je dis que c'est une expérience vraiment inoubliable parce que la première année, j'ai eu la chance de faire le Sénat en présentiel. Donc, c'est un siège social au CPO et vraiment il y a 2 élèves par école secondaire au CPO et on se regroupe sur une table et on parle à propos des sujets qu'on revoit souvent dans nos écoles et aux sujets qui sont très importants. Et même en ligne, on fait la même chose. Et en sous-comité aussi, bien que chaque comité, on a notre propre rôle, bien sûr, mais on parle souvent ensemble pour voir, OK, il y a ce problème qui se répète dans plusieurs écoles pour les vaincre. Alors, de ta première année, tu me dis que c'est ta 3e année. De la première année à la 3e année, qu'est-ce que tu dirais si je te posais la question de savoir c'est quoi les qualités que tu as eues en travaillant avec le Sénat? Il y a beaucoup de qualités, mais c'est seulement 3 qualités. Je dirais vraiment la communication parce que j'ai eu la chance de communiquer avec les élèves et avec beaucoup de personnes qui sont, je dirais, beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, je dois apprendre à communiquer avec eux d'une façon respectueuse et professionnelle, bien sûr. Donc, je dirais la communication, c'est comme la chose la plus grande. Mais oui. Sinon aussi la flexibilité. Parce que j'ai besoin d'être flexible avec mes travaux d'école et il faut bien sûr faire le temps aux réunions et à mes travaux parascolaires. C'est ce que je disais à Christine tantôt, là, c'est vraiment des leaders que le CEPO est en train de former, là, et puis en t'entendant parler, écoute, tu prends ta place, j'aime ça. Et puis autre chose que je veux te poser comme question, parce que tu as dit tantôt que vous travaillez en petit comité pour essayer de savoir, bon, à quel problème on fait face en ce moment et puis comment on peut le régler. Comment vous détectez les problèmes dans les différentes écoles? En fait, normalement, c'est quelqu'un qui initie la discussion. Par exemple, l'année passée, on avait quelqu'un qui a dit, écoute, il y a un problème
du code vestimentaire dans notre école. Et puis quelqu'un d'autre a dit, moi aussi dans mon école, on a ce problème. Je donne juste un exemple. Il y a des petits pépins dans chaque école, bien sûr, mais c'est souvent quelqu'un qui initie la discussion, et puis de là, c'est là qu'on règle le problème. Et puis quand, par exemple, tu as pris l'exemple de la tenue vestimentaire, s'il y a un problème comme ça qui se pose, qu'est-ce qu'on fait en premier? Ben, la première chose à faire, c'est en discuter en groupe, et puis on met des points en commun, n'est-ce pas? Donc, si on dit, OK, ça applique seulement à certaines personnes et non pas à d'autres personnes, on écrit dans un document, on rédige un peu comme un rapport professionnel, et puis c'est le rôle des sénateurs de l'amener à leur école et d'en parler à leur gouvernement des élèves dans leur école respective, et puis de là, ça dépend de chaque école. Alors moi aussi, j'ai envie de te poser la question de savoir vos bons coups, surtout qu'on a vécu une période assez difficile avec la pandémie. Tu es d'accord avec moi? Comment vous avez géré vos activités? Bon, donc on a tout fait en virtuel. Je crois que c'est en décembre 2020, donc il y a presque un an, on a fait l'Assemblée citoyenne virtuelle avec la directrice de l'éducation et puis la surintendante de l'éducation et puis quelqu'un de la santé publique Ottawa. Et puis c'est vraiment, on a pris les questions des élèves et puis il y avait moi et une autre animatrice. On leur a demandé les questions aux trois mesdames. Et c'est un événement sur YouTube Live, donc les élèves et tout le monde, toute la communauté, ils ont pu visionner à l'événement et c'est vraiment un très bon coup. On avait aussi la bibliothèque virtuelle, donc c'est quelque chose pas mal similaire, mais c'est avec plusieurs personnes de la communauté. Il y avait même une élève les sénateurs, on anime une activité et on anime une vidéo, bien sûr, avec des gens de la communauté aussi. Écoute, c'est vraiment de bons coups là. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous, avec moi. On va repartir à la conseillère et puis je vais vraiment certifier que vous êtes des bons leaders. Merci beaucoup, Anna. Merci. Puis là, maintenant, je vais m'entretenir avec Christine Dallaire, qui est la conseillère scolaire et responsable du Sénat des élèves. Je viens d'écouter Anna et puis bon, OK, c'est vendu là. C'est vendu, c'est des leaders. Oui, bien, en fait, moi, j'aimerais surtout revenir sur l'Assemblée virtuelle étudiante qu'Anna a mentionnée. C'est une initiative qui a tellement bien fonctionné l'année passée qu'on répète ça à nouveau cette année. Alors, le 30 novembre à 19h, on va avoir la chance, mais en fait, tous les élèves du CPO vont avoir la chance de poser leurs questions à la directrice de l'éducation, à une surintendance aussi. Pourquoi l'idée? Ben, parce que ça avait bien fonctionné l'année passée. L'année passée, les questions étaient focusées beaucoup sur la pandémie. Ouais. Cette année, les élèves, ils ont encore des questions sur la pandémie, mais ils ont d'autres préoccupations en lien avec la diversité, l'inclusion, les communautés LGBTQ, que ce soit les examens de fin d'année, l'apprentissage en ligne, le bal des finissants, la santé mentale. Alors, cette année, notre assemblée virtuelle, c'est vraiment ouvert sur tous les enjeux. Ouais, voilà. Alors, on est très fiers de ça au CEPO. Alors, pour une activité comme ça, je me dis que puisque c'est un Sénat qui travaille avec c'est une communauté qui travaille ensemble, donc je me dis que les élèves vont récolter des questions un peu partout dans les écoles et puis comme les mixer ensemble et puis les poser à la directrice de l'éducation. Ouf, ça va être chaud. Oui, exactement. Alors là, on est en train justement de préparer le formulaire qui va être envoyé à tous les élèves du CEPO. Okay. Et là, on leur donne la possibilité. Alors, vous voyez, voici les personnes qui vont être présentes cette soirée-là. Si tu as une question, pose-la maintenant. Et la nouveauté cette année, c'est que les questions, les élèves vont pouvoir se filmer. Alors, ça va être encore beaucoup plus interactif. On va voir les élèves qui vont être filmés et poser la question à la directrice de l'éducation. Alors, ça va être... avec cette assemblée-là, notre conseil fait vraiment preuve d'écoute, de respect, puis d'ouverture envers les préoccupations des élèves. Fait qu'on est pas mal contents. 30 novembre à 19h, est-ce que c'est accessible au public? Au grand public, je veux dire? Oui, normalement, oui. Si c'est...
si c'est pas accessible en direct, ça va être rediffusé. Il va y avoir un lien de rediffusion qui va être possible de visionner par la suite. Parfait. Moi, j'ai une dernière question personnelle pour toi, Christine. On a écouté Anna tantôt, je t'ai dit, on était comme, OK, c'est la madame qui parle de son affaire et qu'elle sait où elle s'en va. Quel est le sentiment qui t'anime quand tu vois les jeunes prendre position comme ça? Puis si on pense à l'Assemblée citoyenne étudiante qui arrive pour le 30 novembre. Ben, en fait, on se dit, wow, notre société va avoir des excellents leaders demain. Je te dirais que c'est réconfortant, moi qui serai à la retraite éventuellement. De savoir qu'on a des jeunes comme ça engagés qui vont probablement, là on les voit maintenant à la table des conseils politiques au niveau scolaire, mais éventuellement on ne sait pas où est-ce qu'on va les voir. Hein? Ils vont probablement occuper des rôles importants dans plusieurs sphères de la société. Mais oui, vous les préparez très bien pour ça. Vous les préparez très, très bien pour ça. Merci beaucoup à toi, Christine, et puis je vous souhaite bonne chance pour votre Assemblée citoyenne. Au revoir. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Au revoir. Alors, vous autres à la maison, www.cepo.on.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez participer à l'Assemblée citoyenne étudiante qui va se tenir le 30 novembre à 19h. Ensuite de ça aussi, vous savez que comme on l'a mentionné, il y a plein d'activités qui entourent le Sénat. C'est sur ce même site web-là que vous allez avoir des informations. On va prendre une pause et on se voit juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je vous parle d'un précurseur des communications, M. Paul Mengoumou. Il va nous parler de sa passion pour la télévision et de monde des médias. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste vous rappeler encore une fois que pour la journée de commémoration du jour du souvenir, l'émission Entre nous sera exclusivement en live à partir de 10h30 et non à 11h. Et nous serons en direct du MIFO pour commémorer ensemble cette journée. J'aurai l'honneur d'animer en fait cette cérémonie-là avec Jean-Paul Moreau qui lui va co-animer. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire, il y a beaucoup de discours qui vont se faire entendre. Il y a beaucoup de choses qui se préparent pour cette journée-là. Et si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite vivement à visiter le www.mifo.ca. Encore une fois, dernier rappel que ce jeudi 11 novembre, exclusivement, l'émission Entre nous va se faire à 10h30 et non à 11h. Donc, n'oubliez pas de noter ça dans vos petits calendriers. Je vais avoir, comme j'ai dit, l'honneur de vraiment animer cette journée assez spéciale. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on va toujours continuer de parler de la Semaine nationale de l'immigration francophone avec José Lamoureux qui va nous faire découvrir le programme Pré-départ Connexion francophone et on va discuter aussi avec d'autres invités qui sont aussi intéressants que ceux qu'on a eu aujourd'hui. J'espère donc vous revoir demain à 11h. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.